Fabrique, c'est un label qui est géré par une régie intercommunale qui dépend de la communauté de communes Alpes-Provence-Verdon. Ce label, il a pour vocation à valoriser des sites sur le patrimoine industriel et artisanal de la communauté de communes. Le principal musée, en tout cas ce qui fait vraiment l'intérêt du label, la maison mère, on va dire, c'est le musée de la minoterie où on se trouve actuellement à la Mur-Argence, qui est un ancien moulin à farine industriel, mis à jour au début des années en 2006-2007 par le travail du service de l'inventaire et du patrimoine et qui a découvert un moulin industriel dans un état de conservation, donc qui date du début du XXe siècle, hein, dans un état de conservation assez impressionnant. Le label, il va gérer ce musée-là, il va mettre en réseau aussi avec un autre musée qui est le musée de la distillerie de Lavande à Barême. À l'inverse du musée de la minoterie, la distillerie de Lavande à Barême était très connue de la population et des élus. Elle a beaucoup marqué l'histoire de son territoire. Certaines personnes encore aujourd'hui sur le territoire y ont travaillé, y ont des souvenirs de travail à la distillerie. Ça fait vraiment, il fait vraiment partie de ce patrimoine industriel et artisanal local. Ça a été probablement l'une des plus grandes, pour ne pas dire la plus grande distillerie construite en France pour la distillation de lavande et uniquement pour la distillation de lavande, avec une cuve très impressionnante et qui donc aujourd'hui méritait d'être mis en valeur dans le cadre du label Secret de Fabrique. Secret de Fabrique, c'est aussi attaché à d'autres savoir-faire très emblématiques sur le territoire, et notamment les fabriques de draps, de laine, elles sont plus anciennes hein, que les deux musées qui datent, pour tous deux, ont fonctionné grosso modo de 1900 à 1970. Sur les fabriques de draps de laine, on est sur l'époque précédente, c'est-à-dire grosso modo 1820-1900. Et les fabriques de draps de laine, elles ont vraiment beaucoup marqué leur territoire aussi, puisqu'il y a eu un vrai âge d'or, hein, une vraie épopée drapière sur ces périodes-là, avec des fabriques qui ont essaimé comme ça, qui se sont construites dans presque tous les villages de toutes les vallées du Verdon. Alors pourquoi ils ont marqué leur territoire? Parce que c'était très pourvoyeur et très demandeur en main d'œuvre, hein. La moindre fabrique, dont la minoterie de la Mur-Argence était aussi, en 1820, a d'abord été une fabrique de draps, a d'abord été un moulin pour fabriquer du drap. Et à la Mur-Argence, par exemple, la fabrique a pu embaucher jusqu'à 80 personnes. Et c'était pas la plus grosse du territoire, loin de là. Ça a pu aller jusqu'à 150 ouvriers pour les plus grosses fabriques. Et pourquoi elles ont marqué encore leur territoire? Parce que certaines sont encore très bien conservées et très visibles dans les villages. On pense bien sûr à la draperie Honora à Saint-André-les-Alpes, qui a été le précurseur, le premier à industrialiser, c'est-à-dire à mécaniser, à importer des machines pour mécaniser un savoir-faire qui était pratiqué depuis au moins le Moyen-Âge hein, par toutes les familles, mais manuellement, c'est-à-dire que c'était ce qu'on appelle l'activité de temps libre, c'est-à-dire c'est l'hiver, on fabriquait le fil, on cardait la laine et on passait ces fils au métier à tisser, qui était un métier à bras. Et donc il y a des précurseurs comme Monsieur Honora qui se sont dit on va concentrer toutes ces activités au sein d'un même lieu et on va faire venir matériel pour mécaniser ce travail. Donc ça a été le début de cette épopée de l'industrie drapière. Et parmi les traces les plus impressionnantes sur le territoire, il y a notamment 2 draperies à Beauvezet qui sont aujourd'hui du patrimoine privé, donc cachées. Et ces 2 draperies possèdent encore à l'intérieur toute leur machinerie, ce qui est particulièrement intéressant. Et donc le label Secret de Fabrique, pour pouvoir mettre en valeur ce patrimoine dit caché, a développé une application pour tablette et smartphone qui est gratuite et qui permet de découvrir. Alors on l'a concentré plutôt sur le Haut-Verdon-Val d'Allos, puisque c'est là où il y avait les traces les plus prégnantes, les plus intéressantes, les plus impressionnantes, j'ai envie de dire.
Et donc cette application, elle permet de découvrir ce patrimoine, de découvrir l'histoire de ce patrimoine, et elle permet aussi, donc je vous parlais d'un patrimoine caché, cette application va permettre de vous faire découvrir par des photos et des petites vidéos l'intérieur de ces draperies dans lesquelles on ne peut pas pénétrer. Donc ça a été quelque chose qui a été mis en place par le label également, donc indirectement par la communauté de communes. Et le dernier site qui a été valorisé dans le cadre du label Secret de Fabrique, c'est le site des Moulins d'Entrevaux. Alors pour vous faire un contexte rapide à Entrevaux, c'est bien sûr la citadelle qui est immanquable. C'est un joyau de patrimoine militaire avec des remparts, des bastions. Et c'est un patrimoine omniprésent, évident pour les visiteurs, qui va forcer le déplacement. On a beaucoup de visiteurs qui viennent à la journée de Nice, notamment grâce au chemin de fer de Provence. Et ce patrimoine, il va éclipser les autres formes de patrimoine. Et pourtant, en rive droite du Var, on va avoir tout un système de petits moulins en cascade le long de la Chalvagne, en rive droite pour le coup de la Chalvagne. On va avoir plusieurs moulins comme ça en cascade qui sont très bien conservés. Donc on va avoir un moulin farine et un moulin à huile. Alors là on est plutôt sur du patrimoine artisanal, donc on n'est pas sur le patrimoine industriel monumentaliste, comme peut l'être la minoterie de la Mur-Argence ou encore la distillerie de Barème. On est sur des petits espaces de 30-40 mètres carrés, on est sur 2 meules en pierre pour le moulin farine. En cascade, on va avoir un moulin à huile avec une trituration traditionnelle avec la mare et la meule. Et là, c'est pareil, on est sur une mare et une meule. Et c'est des mécanismes qui vont être mis en mouvement par une petite dérivation mise en place sur la Chalvagne. Et donc, on n'a pas pu imaginer valoriser ce site-là comme on peut valoriser du site industriel en faisant un musée, en faisant rentrer les personnes à l'intérieur, parce qu'on est sur des tout petits espaces. Et donc ce qui a été décidé, comme pour les draperies du Verdon, ça a été de développer un petit circuit avec une application pour tablettes et smartphones. Ce qui a été souhaité également, c'est que les visiteurs puissent pénétrer pour pouvoir voir ce patrimoine artisanal, et donc il y a un système de grilles métalliques qui a été mis en place à l'entrée des moulins, ce qui fait que le visiteur peut rentrer, pénétrer dans le moulin, voir absolument toute la machinerie depuis la grille en fer, et l'application pour tablette et smartphone va lui apporter le contenu, la médiation, les jeux, lui expliquer comment ça fonctionne, et tout le contenu nécessaire à la compréhension de ces mécanismes. Ces applications, donc que ce soit les moulins d'Entrevaux comme les draperies du Verdon, elles sont téléchargeables gratuitement sur les plateformes, donc Apple Store et Google Store, pour les versions Android ou les versions Mac des tablettes et smartphones. Et on va aussi, l'idée c'était vraiment que tout le monde ait accès à ces applications, donc même ceux qui ne possèdent pas ce matériel-là peuvent aller emprunter gratuitement dans les bureaux d'information touristique de l'Office de tourisme intercommunal des tablettes avec l'application déjà chargée dessus, pour pouvoir découvrir ces sites une fois qu'ils sont déjà sur place, donc principalement au bureau d'information touristique d'Entrevaux, de Colmar et d'Alos. Y a-t-il des interactions d'animation entre les différents sites au cours de l'année ? Secret de Fabrique est pour l'instant le label de la communauté de communes et qui va gérer les sites qui appartiennent et qui sont gérés par la communauté de communes, dont les sites dont je vous ai parlé. Ce qui ne nous empêche pas, bien sûr, de travailler très étroitement avec nos collègues sur les autres musées de la communauté de communes, même s'ils ne sont pas gérés directement par la communauté de communes, à savoir la Maison Nature et Patrimoine à Castellane ou encore la Maison Musée de Colmar-les-Alpes. Alors on a des partenariats sur les expositions qu'on monte, bien sûr, puisque aussi bien la maison musée que la maison Nature et Patrimoine possèdent des collections, ont des objets en collection. Ce qui n'est pas le cas de Secret de Fabrique, qui gère du patrimoine industriel, mais qui n'a pas de collection d'objets en tant que tel. Donc on a des partenariats quand on monte des expositions temporaires sur des thématiques bien identifiées. On a des partenariats aussi sur certaines animations. On a pu développer ça auprès du public scolaire, notamment pour la fête de la science en octobre dernier avec la maison musée de Colmar.
On a aussi, là on revient d'une animation à Castellane, fait avec la Maison Nature et Patrimoine, où on est allé fabriquer des savons à l'occasion de la fête du printemps, je crois. Donc voilà le type de partenariat qu'on peut avoir avec nos partenaires de musées sur le territoire. J'en profite aussi pour dire qu'on travaille aussi avec d'autres musées à l'extérieur de la communauté de communes. L'un de nos principaux partenaires est aussi l'écomusée de la Roudoule à Puget-Rostan. On rentre dans la 3e saison du musée de la minoterie, donc qui est encore un musée vraiment tout neuf. La principale problématique pour nous, Régie Secrets de Fabrique aujourd'hui, c'est de le faire connaître auprès de la population locale, auprès des réseaux de communication divers et variés, notamment la presse, mais pas que, les réseaux nationaux, dans le cadre des grands rendez-vous nationaux, comme la nuit des musées, les journées au jardin, rendez-vous au jardin, les journées de patrimoine du pays, les journées européennes du patrimoine, enfin tout ça, c'est des réseaux nationaux dans lesquels il faut qu'on arrive à inscrire les actions du musée pour pouvoir les faire connaître, pour pouvoir se faire connaître auprès de la population touristique, c'est-à-dire la population qui vient en vacances sur notre territoire et qui va constituer nos premières, en termes de quantité, nos premiers visiteurs. Beaucoup de travail de terrain pour l'équipe, aller diffuser nos programmes d'animation auprès des hébergeurs, des commerçants, un travail sur Internet avec notre principal partenaire qui est l'Office de tourisme intercommunal et le site Internet Verdon Tourisme. Et donc c'est un travail qui prend du temps et donc logiquement on a une fréquentation qui est en augmentation ces premières années, entre la première année de l'ouverture du musée et la 2e saison l'an dernier, on a doublé notre fréquentation, mais ce qui est un cycle tout à fait normal. Notre priorité sur la première année notamment, mais également un petit peu sur la 2e, ça a vraiment été de finir les travaux. On a ouvert, j'ai envie de dire, les premiers visiteurs ont vraiment essuyé les plâtres. Et donc toute l'équipe passait beaucoup d'énergie à finir la muséographie, à finir les travaux, et pour pouvoir ouvrir aux visiteurs dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, on a franchi ce cap-là. On est vraiment rentré depuis la fin de la 2e saison et là vraiment avec la 3e saison, j'ai envie de dire, c'est la première saison où on est à 100% sur des problématiques de fonctionnement, d'accueil des visiteurs et de construction d'un programme d'animation complet pour pouvoir les accueillir correctement. Je pense qu'on va améliorer de la qualité de l'offre et on va aussi améliorer notre présence sur les différents réseaux de communication. Et je pense qu'on va aussi, je l'espère en tout cas, améliorer encore cette 3e année notre fréquentation qui, comme je le rappelle, a déjà doublé entre la première année et la 2e année. Alors bien sûr, on ne s'attend pas à doubler encore une fois en 3e année, mais on a encore très certainement des marges de progression. Pour donner un ordre d'idée quantitatif, aujourd'hui on est sur 2500 visiteurs du musée sur une saison environ. Je ne parle pas des actions hors les murs qui accueillent aussi beaucoup de monde, mais vraiment les gens qui passent la porte du musée, on est vraiment autour de 2500 visiteurs. Moi j'estime qu'à terme on peut accueillir 5000 visiteurs sur le musée quand on sera en plein à notre apogée, on va dire. À ma connaissance, je crois qu'il n'y a pas de musée en France qui s'équilibre. Ici, on n'échappe pas à la règle. Après, il faut quand même savoir que Régie Secrets de Fabrique fait rentrer beaucoup d'argent par rapport à sa taille dans son budget de fonctionnement. Pour vous donner un ordre d'idée, on est entre 35 et 40 000 euros de chiffre d'affaires pour la Régie Secrets de Fabrique par an. Alors bien sûr, ça couvre pas l'intégralité de nos besoins, loin de là. La communauté de communes comble le déficit de fonctionnement. La question, c'est pas tellement la gestion s'équilibre d'un musée, c'est plutôt le coût de ce service public permet d'apporter le service à combien de personnes. Et là, on rejoint la question précédente, qui est la question de la fréquentation du musée. C'est-à-dire que ce musée, la question pour moi, elle n'est pas tellement combien il coûte, même si on fait tout pour qu'il coûte le moins cher possible à la collectivité, c'est plutôt combien de personnes on touche avec les moyens mis en place
par la collectivité. Et c'est tout le travail sur la communication pour faire venir le plus de monde possible et pour satisfaire surtout nos visiteurs, comme c'est le cas jusqu'à présent, avec une offre culturelle et touristique de qualité. Musée, les applications et un programme d'animation, on est une équipe de 2 permanents qui vient se renforcer en saison avec des stagiaires et du personnel d'accueil. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour gérer 2 musées, 2 applications et un programme d'animation, on ne peut pas faire moins que ça. Par contre, avec cette même équipe et donc avec ces mêmes coûts de fonctionnement, on peut accueillir plus de gens et on espère de manière toujours aussi qualitative. Et aujourd'hui, c'est vraiment notre objectif et notre ambition. Effectivement, le musée de la Minoterie a accueilli sa première exposition temporaire sur les 125 ans du premier train à Saint-André-les-Alpes. Et ce genre d'initiative, ainsi que les ateliers d'été, la programmation du printemps, a permis de faire venir du public et des visiteurs qui seraient peut-être pas forcément venus à la Minoterie en tant que telle, qui l'ont peut-être découvert aussi à travers ce genre d'initiative. On sait qu'il y a des visiteurs vraiment qui sont venus pour l'expo, notamment pour le week-end Train Vapeur, qui a vraiment amené une fréquentation importante en début juillet, qui sont venus pour ça et qui n'auraient... Voilà, ça amène de la fréquentation supplémentaire en tout cas. C'est sûr qu'il y a différents types de publics finalement, donc là, la programmation telle qu'elle était faite en 2017 et telle qu'elle se poursuit en 2018, on a une programmation annuelle vraiment pour le public individuel, aussi bien pour les locaux d'ailleurs, on va dire plutôt, on va s'adresser aux locaux plutôt au printemps jusqu'à la fin juin, même si évidemment que le reste de la programmation s'adresse aussi à eux l'été, avec des événements plutôt gratuits, donc qui sont calqués sur les grands événements nationaux. Donc on va faire des rencontres, par exemple pour Rendez-vous au Jardin, une rencontre avec un producteur d'épeautres, donc autour des céréales, à la minoterie et sur place dans un champ avec l'agriculteur. On va avoir des initiatives comme ça, par exemple pour la nuit des musées, où on va faire une soirée gratuite avec plein de bénévoles, d'associations comme les 5 Saisons, le réseau des médiathèques, qui vont faire une soirée de contes, de lecture de textes. On l'a déjà fait l'année dernière, donc ce type d'initiatives qui sont gratuites vont essayer de faire revenir les locaux ou de les faire venir tout simplement. Et après, pour le public individuel, plutôt famille, l'été, pendant les vacances d'été, finalement, on va avoir des ateliers très réguliers qui sont très grand public. Un de nos ateliers qui marche le mieux à la Minoterie, qu'on a déjà testé l'année dernière et qu'on va reconduire évidemment, c'est l'atelier autour des pâtes fraîches, avec à partir d'épeautres, on moule l'épeautre, on va fabriquer les pâtes fraîches jusqu'à la finition finalement, et les gens repartent avec leur petit sachet de pâtes. Et là, ça touche vraiment un public très familial, plutôt touristique, mais on a des locaux ici qui viennent, qui s'inscrivent et qui reviennent pour faire cet atelier. Donc on va avoir ce type de proposition pour s'adresser au plus grand nombre. Et puis après, pour des publics plus ciblés, on va avoir un programme scolaire qui est de plus en plus défini par niveau. L'année dernière, c'est un des points négatifs de la saison 2017, on n'a pas accueilli énormément de scolaires. Mais là, avec les partenariats ficelés avec notamment Xylophile, on va arriver normalement en 2018 à accueillir une quinzaine de classes sur le site de la Minoterie. Donc on passerait de 2 à 15, ce qui est déjà pour nous une belle progression. Et l'idée, c'est de progresser d'année en année avec vraiment des visites qui sont adaptées au public scolaire par niveau pour les primaires, les collèges et les lycées. L'équipe de la régie Secret de Fabrique est composée de 2 permanents, donc une chargée de mission médiation et donc moi-même. Et on se renforce en saison de 2 chargés d'accueil, une par musée, ainsi que 2 stagiaires
qui sont recrutés pour aider sur les missions de médiation, c'est-à-dire de réalisation et de conception des animations, des visites guidées, des choses comme ça. Les filières de recrutement sont les filières classiques des musées, à savoir les filières de médiation, histoire de l'art, valorisation du patrimoine, et éventuellement on peut avoir une entrée valorisation touristique si le ou la future stagiaire a des aspirations à travailler plutôt sur le volet patrimonial et culturel. Environ 6 mois, ça peut être un petit peu moins, ça peut être 5, ça peut être 5 et demi. L'idée c'est vraiment de couvrir la saison. Pour le stagiaire, c'est vraiment leur montrer toutes les facettes de la vie d'un musée en milieu rural. Et donc ça va plus ou moins de l'ouverture, même si en général les stagiaires arrivent un tout petit peu après l'ouverture, mais de l'ouverture jusqu'aux Journées européennes du patrimoine, qui très traditionnellement clôturent le gros de la saison des musées. Et le recrutement se fait assez facilement? Pour des questions principalement d'isolement du territoire et de capacité du territoire à réussir à héberger ces stagiaires à des conditions de coût qui doivent rester assez faibles, parce que l'indemnisation des stagiaires, c'est pas un salaire. Et donc c'est un vrai facteur limitant sur le territoire, et chaque année, la difficulté n'est pas tellement le recrutement des stagiaires, mais c'est plus de leur trouver un logement. En 2018, on a mis en place un livret programme qui couvre la programmation culturelle sur l'ensemble de l'année. Enfin, quand je parle d'année, on va dire l'ensemble de la saison. Donc en gros, de l'ouverture des musées fin mars, début avril, jusqu'à la Toussaint, les vacances de la Toussaint. Donc la grande nouveauté, c'est d'avoir regroupé toutes les actions, les événements, ateliers, visites qui se déroulent dans les 2 musées et hors musée sur le territoire de la communauté de communes dans ce livret. Alors parmi les nouveautés qu'on retrouve, on va trouver notamment une programmation qui s'élargit sur le territoire cet été, avec des visites hors les murs qui mettent en valeur le patrimoine dont vous a déjà parlé Thomas, notamment les draperies à Beauvezé. Il y aura 3 visites guidées qui se baseront sur l'application des draperies autour de Beauvezé. Pareil à Entrevaux, on l'avait déjà testé l'année dernière, ça marche très bien, donc on ira sur place à 3 dates en été faire un atelier, et la nouveauté c'est qu'on visitera le moulin juste avant de faire l'atelier pâte. Donc ça c'est vraiment pour valoriser le hors les murs et sortir du musée, pas être toujours ancré dans le musée, nous faire connaître à l'extérieur sur le territoire. Après, dans les nouveautés, bien sûr les expositions temporaires. Cette année, il y en aura 2 à la Minoterie. Une qui va se dérouler au mois de juin, qui est une exposition qui a été conçue par l'écomusée de la Roudoule sur Travailler au champ, donc vraiment une exposition plutôt ethnologie, histoire de l'agriculture locale. Alors ça couvre plutôt l'arc alpin sud, hein, c'est pas spécifique forcément à la vallée du Verdon. Et cette exposition du mois de juin bénéficiera de près des collections de Petra Castellana essentiellement, qui a un énorme fond sur ces questions et sur ces thématiques. Et puis donc l'exposition de l'été, qui sera une exposition qui va durer 2 mois et demi, assez originale a priori sur l'agriculture à nouveau, mais cette fois la vision de l'agriculture à travers le jouet. Une exposition qui s'appellera L'agriculture est un jeu d'enfant. Donc c'est un petit peu humoristique, mais l'idée, voilà, c'est à travers le jouet. Là, on bénéficie c'est une exposition qu'on va monter en interne avec des prêts d'objets et de collections assez intéressants, notamment du musée du jouet de Moiron-Montagne, de l'écomusée de la Roudoule, de Petra Castellana et du musée des arts et traditions populaires de Draguignan. Donc l'idée, c'est effectivement de faire aussi venir des collections d'autres lieux et d'arriver à les faire dialoguer avec ce site de la Minoterie. Et dans les nouveautés également de l'été, les vendredis soirs, qui vont avoir une programmation assez diversifiée, en fait, les nocturnes du vendredi. Alors ça ne sera pas toujours à la Minoterie, ça sera parfois aussi à la distillerie, ça alterne avec à chaque fois une programmation renouvelée. Ça peut être une projection en plein air
d'un documentaire, ça peut être l'écoute des chauves-souris au musée de la distillerie dans le jardin, ça peut être une visite guidée nocturne à la lueur de la lampe torche. Enfin voilà, c'est plein de propositions différentes les vendredis soirs pour essayer aussi d'attirer les touristes et de faire une proposition conviviale. À chaque fois, il y a une boisson chaude qui est offerte à la fin. Enfin, l'idée, c'est que ça reste très convivial. Xylophile, ça aussi, c'est une vraie nouveauté cette année. Donc l'association La Notin et le Bélier Sauvage, qui jusqu'à maintenant faisait son festival de gravure sur bois à Anote. Pour la première fois, le festival aura lieu donc cette année à la Minoterie, au musée de la Minoterie. C'est un gros événement pour nous, un gros événement du printemps. Avec un certain nombre d'artistes accueillis par l'association qui en gros posent ses valises au musée de la Minoterie. Donc il y aura des expositions, des artistes qui produiront en direct notamment un livre d'artistes, des démonstrations de typographie, une exposition de l'artiste invité puisque chaque année Xylophile invite un artiste. Et puis évidemment des ateliers, comme il procédait à Anote, des ateliers en extérieur pour le grand public, les familles, un peu tout le monde, de démonstrations et de démonstrations de gravure sur bois. C'est un événement qui va durer 4 jours, du 10 au 13 mai, donc la semaine prochaine, qui normalement devrait accueillir beaucoup de monde. Et à cette occasion, le musée de la Minoterie sera gratuit pour pouvoir vraiment faire bénéficier tout le monde des expositions de Xylophile et de cet événement. Effectivement, c'est vrai qu'on a des très bons retours. En général, nous, on a l'impression que c'est plus difficile finalement de faire entrer les gens dans le site, mais une fois que les gens sont à l'intérieur du site, on a remarqué qu'il y a des retours très positifs quand ils ressortent ou quand ils finissent une visite guidée, quand il y en a. On a vraiment des compliments sur le site, sur sa scénographie, sur les collections, enfin les machines, leur état de conservation incroyable et puis le bâtiment en lui-même. Et c'est vrai qu'on a des très bons retours également sur Internet et sur notre livre d'heures de nos animations et des actions qu'on peut mener. Notamment au niveau de la programmation au cours de l'année. Le partenaire essentiel pour la diffusion et la communication, c'est l'ETI, l'Office du tourisme intercommunal Verdon Tourisme, par le biais de ses bureaux d'information du tourisme et de son site internet Verdon Tourisme, qui relaye très très bien nos informations, notamment sur l'agenda. Et puis les partenaires principaux de la programmation, en fait, ils sont vraiment multiples. Ça va de Agriculture, bien sûr, qui nous aide sur la programmation plutôt de spectacles vivants, ce genre de choses, et puis qui diffuse nos informations aussi, au réseau des médiathèques et les 5 saisons de Colmar, qui, eux, participent grandement à notre programmation. Ça va être des partenaires plus ponctuels comme Pays Gourmand, sur certaines actions, la Chambre d'agriculture des Alpes de Haute-Provence qui va sur la distillerie être partenaire d'une date cet été. Ça va aussi être les archives départementales qui viendront faire une conférence. Et puis bien sûr les partenaires dont on a déjà parlé, les musées du territoire, je pense à la Maison Nature et Patrimoine, à la Maison Musée, et puis aussi à l'écomusée de la Roudoule qui, lui, est très présent, notamment quand il nous prête des expositions ou ce genre de choses. On a une journaliste allemande qui fait un beau dossier sur le musée de la distillerie. Elle l'a visité l'année dernière, incognito. Elle a adoré. A priori, c'est l'histoire allemande du site aussi qui l'avait intéressée. Elle fait un beau dossier dans une revue allemande. Après, on est très suivi par la Provence, qui diffuse très bien nos activités. Et puis donc par vous, forcément. Et FR3 était venu, je crois aussi. Et FR3, il y a 2 ans, était venu à l'ouverture du site. Donc oui, on est assez bien suivis. Et les radios aussi, non? Alors effectivement, oui. Radio Verdon. On enregistre régulièrement des tout petits reportages. Radio Verdon est venu faire un reportage avec des collégiens aussi de Castellane, juste avant l'ouverture de la Minoterie, là, cette année.
Donc on est assez bien suivi et relayé par les médias locaux, et associatifs. Et voire nationaux. Secret de Fabrique s'est lancé dans une démarche de demande de labellisation Musée de France, donc pour le musée de la minoterie. Pour nous, l'objectif, il est simple, hein, c'est ancrer notre fonctionnement dans une démarche d'excellence. Il sera reconnu dans le cadre, si jamais on a la chance hein, d'être labellisé Musée de France. Alors une démarche d'excellence à la fois dans les actions qui sont à mener à l'avenir, mais aussi par rapport à tout ce qui a été fait jusqu'à présent pour ouvrir le musée, valoriser et conserver ses collections. Donc c'est tout ça qu'on aimerait faire labelliser. Pour nous, l'intérêt, donc je vous l'ai dit d'abord, il y a cette reconnaissance, mais cette reconnaissance, elle nous ouvre des partenariats extérieurs qui sont extrêmement intéressants. On s'est déjà rapproché notamment du MUSEM pour des partenariats, sur du montage d'expositions et des choses comme ça. Et donc typiquement, le MUSEM ne prête ses collections et ses objets qu'à des structures labellisées Musée de France, simplement parce qu'ils sont sûrs et certains que ces objets seront traités de manière correcte. Pour pas mettre en danger la conservation de ceux-ci. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on peut avoir aussi des retombées, même si à mon avis, elles seront assez anecdotiques, mais sur le public. Il y a aussi des visiteurs en vacances qui connaissent le label Musée de France et qui savent très bien que c'est une démarche d'excellence et qui vont pouvoir découvrir un musée qui a mis en place cette démarche-là. Donc c'est aussi un public, même si, je le répète, c'est un public de niche, hein, on n'est pas sur des gros volumes, mais c'est toujours ça de gagner en termes de fréquentation. Donc oui, ça peut nous aider dans notre visibilité en termes de communication auprès de ce public-là. Et ensuite, pour nous et pour l'équipe, il y a la reconnaissance du travail engagé qui est quand même particulièrement satisfaisant. Un point aussi qu'il est important de souligner quand on met en place une démarche Musée de France, c'est la constitution d'un comité scientifique. Aujourd'hui, le comité scientifique qu'on a mis en place, il va regrouper des acteurs à la fois issus du monde des musées. On peut citer la conservation de Salagon qui va intégrer notre comité scientifique. J'ai envie de dire la conservation actuelle est passée de Salagon puisque Madame Musset, conservatrice honoraire, intègre notre comité scientifique. On a le MUSEM qui va intégrer aussi le comité scientifique par un conservateur qui est en charge. Donc c'est Monsieur Delobry qui est en charge des collections liées à l'agriculture pour le MUSEM. On a aussi des représentants du monde universitaire, en la personne de Monsieur Serge Chaumier, qui représente l'université d'Arras et sur la partie muséographie, muséologie. On a également des représentants, j'ai envie de dire, plus du volet pédagogique, avec des représentants de la DAC, PACA, en la personne de Madame Auboin. On a bien sûr nos partenaires historiques sur la valorisation du musée qui est le service de l'inventaire et du patrimoine, avec notamment le chercheur Géraud Buffat, qui a été à l'origine entre guillemets, la découverte de ce site et qui a fait l'inventaire de toutes les machines qui sont à l'intérieur. Et enfin, on a des représentants locaux qui vont intégrer le comité scientifique, et notamment Amandine Delarbre pour la communauté de communes Alpes-Provence-Verdon. De ce comité scientifique, c'est bien de nous aider dans la construction du projet du musée et de donner un avis plus que consultatif sur les expositions, le contenu des expositions, la manière dont on conserve ces objets, dans la manière dont on valorise ces objets, dans la façon dont on propose notre programme d'animation, à qui on le propose, pourquoi, comment. Donc ce comité scientifique va soutenir l'équipe technique de la Régie Secret de Fabrique sur tout ce questionnement-là dans les années à venir et dans la construction de notre projet de musée au sens large.
Quelque chose qui nous tient à cœur à Secrets de Fabrique, j'ai envie de dire depuis qu'on a ouvert le musée, c'est la labellisation tourisme et handicap. L'expérience nous a montré de manière tout à fait spontanée, on a eu des publics, nos premiers publics groupes en fait, étaient des publics en situation de handicap et notamment en situation de handicap mental. Et on s'est rendu compte que les thématiques qu'on abordait aussi bien à la distillerie de Barême qu'à la minoterie de la Mur-Argence sur les senteurs, sur les saveurs, sur les goûts, se prêtaient très bien au public en situation de handicap et notamment au public en situation de handicap mental. Et on s'est rendu compte qu'avec ces groupes-là, ça fonctionnait très très bien et qu'on avait une offre qui était tout à fait adaptée de manière assez naturelle. Et donc ce qu'on a commencé à engager, c'est un rapprochement avec entre le service médiation de la Régie Secrets de Fabrique et la maison départementale des personnes en situation de handicap, la MDPH, des Alpes d'Haute-Provence, pour pouvoir rentrer en contact avec toutes les structures, et elles sont nombreuses sur le 04, avec toutes les structures qui font de l'accueil de personnes en situation de handicap. C'est un travail qui est balbutiant aujourd'hui, mais qu'on engage de manière sereine et certaine, qui à terme fera qu'on pourra déposer une demande de labellisation tourisme et handicap. Mais c'est au-delà de ça, c'est vraiment nous, l'idée, c'est d'adapter notre offre à plusieurs situations de handicap, notamment le handicap mental, et pour pouvoir apporter à ces structures d'accueil une offre culturelle et touristique vraiment adaptée à leur public. Il y a un rapprochement qui est en cours avec ces structures-là, et le service médiation travaille avec ces structures-là à l'adaptation de son offre.